Je m'appelle Eric Abel et vous écoutez Bourrage Papier, le podcast d'apprenti écrivain. Aujourd'hui, l'Incipit c'est fantastique, troisième et dernière partie. Pour revenir sur la métamorphose, j'aime bien les histoires qui commencent droit dans l'action, c'est carré, efficace, un lieu, un ou deux personnages et ça démarre au quart de tour. Tonino Bellacchista aime bien débuter comme ça, je vais vous lire 3 exemples typiques sur lesquels on va retrouver à chaque fois 4 éléments. 1. Il ne décrit pas le lieu. Il l'évoque à peine par un détail, un parquet, un quai de gare. Il s'en fiche parce qu'il veut rester focus sur la dynamique des personnages. 2. Les personnages, justement, sont en action. Ils accomplissent des gestes. Ça apporte aussi du mouvement. 3. On a tout de suite accès au ressenti d'un personnage, même une petite émotion. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais dans les 3 incipits que je vais vous lire, c'est une sorte d'énervement ou de gêne. Et 4. Bellacchista utilise souvent cette petite astuce. Il ajoute une phrase de dialogue, juste une seule phrase, ça donne une touche de vie. Je vais d'abord vous lire l'incipit de Saga. Elle était allongée sur le parquet, le front en sang et la main gauche perdue dans les rideaux. « J'ai vos pieds dans le champ !» dit le tic de l'identification. L'inspecteur principal recula d'un pas, le temps de lui laisser prendre quelques plans d'ensemble du corps. Ensuite, voici l'incipit de la Maldone des Sleeping. Qu'il est triste, le Venise de 19h32, l'hiver. À 19h28, les derniers voyageurs courent sur le quai. Je les attends au pied de ma voiture, la 96. L'un d'eux me tend sa réservation couchette. Lei parla italiano? Ah, Vérole, l'accent milanais. Il va me demander de le réveiller à Milano Centrale, un coup de 4 heures du mat. Et voici enfin l'incipit de 3 carrés rouges sur fond noir. 35 toiles, pratiquement toujours la même, d'indescriptibles griffures noires sur fond noir. Une obsession, un malaise. Le jour où elles sont arrivées à la galerie, je les ai déballées une à une, de plus en plus vite, en cherchant la surprise et la tache de couleur. Au premier regard, tout le monde les avait trouvées sinistres. Même Jacques, mon collègue, il est accrocheur, et moi, je suis son arpète. On est à la bourre, petit. Ouverture des portes dans 25 minutes. La directrice de la galerie ne nous a donné que 4 jours pour monter l'expo. L'ensemble des toiles et 3 sculptures monumentales qui ont bien failli lui coûter un tour de rein à Jacques. Tonino Bellacchista, c'est vivant, c'est dynamique, c'est cinématographique. Et tout de suite, on sait qui fait quoi et vers où on se lance. Commencer dans le vif, c'est aussi formidable côté écriture. Je me rappelle d'un brouillon que j'avais tant de mal à débuter, pour lequel je me suis dit, et si je commençais par écrire d'abord la scène du milieu, celle que je visualise tout à fait. Je n'aurais qu'à écrire le début plus tard. Et ça a si bien fonctionné que je me suis laissé porter, vous savez, dans un de ces moments de révélation où les mots s'assemblent, pressés, dans l'ordre, comme si on était juste le lecteur de son propre texte. Bref, je termine par une fin de feu de Dieu, et le lendemain, je me dis, on s'attaque au début maintenant, au boulot. Et en fait, non, inutile, l'histoire tenait déjà d'elle-même toute seule, sans scène d'exposition. Cette énergie-là, cette lancée dans l'écriture en se donnant le bon départ, dans un début qui est aussi du coup un déclencheur, c'est ce que pratique l'autrice dans cet incipit, cette fois d'un récit autobiographique. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin au début de l'après-midi. J'étais allé à la messe de midi moins le quart comme d'habitude. J'avais dû rapporter des gâteaux du pâtissier installé dans la cité commerciale, un ensemble de bâtiments provisoires édifiés après la guerre en attendant l'achèvement de la reconstruction. Il s'agit de la honte d'Annie Ernaux. De son propre aveu, elle commence pratiquement toujours ses récits par un moment clé de violence, de mort ou de sexe. C'est une façon d'oser libérer les mots, de lâcher les non-dits et ensuite, le plus difficile, nommer. Et alors, elle peut approfondir, faire vivre, tenter d'expliquer, comme tourner autour tout au long du récit. Il existe aussi des incipits qui jouent sur un effet inverse, complètement opposé, de perte totale de repères. À la lecture des premières lignes, on se demande mais de quoi est-ce qu'on est en train de me parler? Et donc on se retrouve piégé par une sorte de mystère. Je vais vous en lire 2 dans ce genre-là, vous allez comprendre. Le premier. Ça arrivait toujours. À un moment ou un autre, il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants et d'autres gens bizarres, et nous.
Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger ou de se promener simplement sur le pont ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors il s'immobilisait là, sur place, et son cœur battait à s'en exploser, et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait Adagio et lentissimo, l'Amérique! Vous l'avez peut-être trouvé, il s'agissait de Novecento, pianiste d'Alessandro Barrico. Ce long incipit qui s'étire, il crée l'attente de l'Amérique. C'est important parce qu'en fait, on ne mettra jamais les pieds en Amérique. On restera toujours sur ce bateau avec le personnage de Novecento dans une vie d'errance sans toucher terre. Et le tour de force qui se ressent aussi dans cette incroyable traduction, c'est que sans parler un seul moment du jazz, qui est au cœur du livre, on en ressent la musique. Barrico répète plein de petits mots tels que ça, un, qui, là, a, et, un peu comme des notes sur une partition avec tout un jeu de rythme et de reprise. Allez, je vous livre un autre incipit qui fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout de quoi l'autrice nous parle, et donc on reste comme suspendu à ces phrases, comme accroché jusqu'à comprendre. Cela s'est produit brusquement, d'une façon fulgurante. Une sorte d'illumination sauvage a saisi Aurélien Laroche. Dans cette lumière crue, plus rien ne subsistait de ses croyances anciennes. Soudain, tout a été dévasté en lui comme un champ d'herbe livré au feu. Présent, avenir, passé, éternité ont été abolis d'un coup. Ni Christ, ni Église, ni rédemption, ni résurrection de la chair, Aurélien avait perdu la foi, ainsi qu'on perd la clé de sa maison et on ne pourra jamais plus rentrer chez soi. Aurélien se tenait debout, au bord de la fosse fraîchement comblée, en habit noir, de noces et de deuil, le chapeau à la main. On était en juillet, il faisait grand soleil sur ses paupières baissées. À ses pieds, des fleurs saupoudrées de sable marquaient l'emplacement où reposait sa femme, dans le cimetière, au bord de la rivière. Cet incipit est issu d'Aurélien, Clara, Mademoiselle et le lieutenant anglais, d'Anne Hébert. C'est une sorte de roman par nouvelle. Le roman par nouvelle, c'est un genre assez particulier. J'espère qu'on va en reparler un jour ici. Et donc, pourquoi cet incipit est incroyable? Déjà parce que les seules indications concrètes qu'on a sur les premières lignes, c'est juste un nom, Aurélien Laroche. L'autrice nous tient uniquement par la description d'un sentiment qu'on va en plus comprendre au fur et à mesure. Il a perdu la foi parce que sa femme est morte. Et ce sentiment est décrit avec une telle précision, une illumination sauvage, comme un champ d'herbe livré au feu. Une illumination qui le fige hors du temps, c'est radical, c'est dramatique. Et puis juste après vient une étrange comparaison de la foi qu'on perd comme les clés de sa maison. Et on en revient à des éléments du quotidien, la maison, la clé, ensuite l'habit noir de noces et de deuil, le chapeau à la main. On a exactement le même effet qu'avec l'Incipit des Demeurés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a vu dans l'épisode précédent. On commence par l'intériorité d'un personnage, mais sans rien nous dire de l'histoire, et puis on bascule en focalisation externe, comme si on sortait du corps. Je vous laisse trouver maintenant d'où vient cet autre Incipit. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Je ne sais pas si vous l'avez celui-là, il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il raconte ensuite qu'enfant, il dessine un boa qui digère un éléphant et que les adultes prennent son dessin pour celui d'un chapeau. Ici encore, l'Incipit nous place dans le bon état d'esprit pour lire le livre. Il nous dit retrouve le point de vue de quand tu avais 6 ans, imagine qu'il soit tout à fait possible qu'un serpent avale un éléphant, renonce aux explications dont ont besoin les adultes, et alors tu pourras entrer dans une sorte de poésie de la vie. Au passage, on remarquera que le titre du livre sur la forêt vierge, c'est Histoire vécue. Saint-Exupéry nous dit tu dois vivre cette histoire en entrant en quelque sorte dans la forêt de ton imaginaire. D'ailleurs, ce début est aussi une façon d'annoncer que tout sera symbolique. L'éléphant.
pourrait signifier la matérialité, le réel bien lourd, alors que le serpent pourrait incarner l'esprit, l'énergie créative, qui dans ce livre va donc justement avaler et digérer l'éléphant, ce qu'on donne pour vrai. Et le plus beau dans cette image, c'est qu'elle devient un chapeau qu'ont besoin de porter les adultes pour changer leur état d'esprit. Saint-Exupéry aurait pu commencer directement dans l'action, ce qu'il raconte au chapitre 2, alors que le héros tente de réparer son avion en plein désert dans une question de vie ou de mort, et qu'il rencontre le petit prince. Mais alors on aurait eu du mal à entrer dans son histoire, parce qu'il vient tout simplement d'inventer un genre très particulier, le conte poétique philosophique destiné à l'enfant en chaque adulte. Il n'aurait pas besoin de ce prologue s'il écrivait dans un genre déjà codifié. C'est le cas pour Salammbô, roman historique, ou pour Stupeur et tremblement, autofiction, ou pour La Métamorphose dans le genre fantastique, où le lecteur dispose dès le début des clés pour tout assimiler. Mais Le Petit Prince, c'est si spécifique qu'il faut bien prendre le temps au début de nous mettre en condition. Et voici un autre exemple qui doit lui aussi nous installer dans un univers décalé très spécifique. Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclée dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère de verre le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange, pareils aux sillons que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant d'un coupe-ongle, tailla en biseau les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en approcha pour vérifier l'état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si laid dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian. Alors là, on commence en douceur dans une situation vraiment banale. Colin sort du bain, s'enveloppe d'une serviette, il se vaporise du parfum, et puis Vian ose cette comparaison délirante du peigne qui divise les cheveux comme le laboureur avec de la confiture. Mais ça reste une comparaison. Ensuite, il taille en biseau ses paupières, et on peut se dire s'il a voulu signifier ses sourcils. D'autant plus que ça repousse. Et donc c'est comme une sorte d'image poétique. Alors qu'en fait non, on est déjà dans une réalité parallèle. Et c'est ainsi qu'on en vient progressivement, dans une montée en puissance du banal au pur délire, à accepter que des comédons puissent se cacher d'eux-mêmes par honte en se voyant dans une glace. En vérité, il vient de nous immerger dans ce qu'on nomme le réalisme magique. C'est un genre si rare qu'il faut en donner la compréhension au lecteur, parce que oui, on va être dans du quotidien, une forme de normalité donc, mais aussi dans de l'extravagance. Et on va terminer cet épisode par un dernier roman, lui aussi dans le réalisme magique, et qui comporte l'un des incipits les plus célèbres du monde. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. On ne va pas analyser ce début de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui concentre en quelques lignes tant de procédés qu'on a déjà vus. Je le pose juste là pour le plaisir. Il y a tant d'incipits encore sur lesquels j'aimerais vous faire vibrer, mais on va s'arrêter là. Pour info, vous pouvez retrouver les textes de ces podcasts ainsi que toutes les références de livres sur ericabel.com. Le lien est dans la description. Et donc avoir ces incipits sous les yeux comme des petits joyaux. Et sur ce, je vous invite à liker, commenter, partager, comme d'habitude, là, maintenant, parce que c'est le seul moyen de faire remonter Bourrage Papier dans ces foutus algorithmes et un petit peu de sortir de l'anonymat. Donc un grand merci à vous et à la prochaine fois.